Alors, vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Réjeanne Dalcé et aujourd'hui, je vais vous parler du testbed Locura for IoT qui est dédié à la localisation précise de nœuds dans l'Internet des objets. C'est un travail qui a été mené en collaboration avec mes collègues à l'IRIT, donc Adrien Van den Bosch et Thierry Val, qui sont en fait là sur votre écran. Donc TV, c'est Thierry Val et V, c'est Adrien Van den Bosch. Donc ils vous voient, si vous leur faites salut, bon, vous ne les verrez pas, mais ils seront contents. Alors, donc, si je parle de... Ah. Si je parle de localisation, en fait, l'idée, c'est d'avoir des équipements qui vont vouloir déterminer leur position en s'aidant des nœuds qui sont autour d'eux. Et la particularité du travail que nous menons, c'est que nous nous basons sur les communications sans fil qui sont réalisées à la fois pour échanger des données, mais pour mesurer la distance. Ces différents nœuds peuvent se retrouver dans la même zone géographique ou former des îlots qui seront séparés de manière significative par la distance et qui pourront interagir à travers un réseau comme Internet. Alors quand je le présente comme ça, avec des nœuds mais qui ne ressemblent à rien, on se dit, bon, c'est encore un travail de chercheur dans un coin qui s'amuse. Bon. Mais en réalité, je peux remplacer ces nœuds par des objets du quotidien. Donc, je peux remplacer par des smartphones et par des voitures parce qu'aujourd'hui, la technologie qui sous-tend le testbed que nous avons créé est déployée dans les smartphones, est en train d'être intégrée dans les véhicules et donc on peut s'en servir pour faire du contrôle de verrouillage et déverrouillage à distance avec son smartphone. Donc pour arriver à ce genre de solution, il faut une approche qui découpe un peu le problème pour qu'il soit facile à gérer. Et donc typiquement, on retrouve une approche en 3 étapes avec une phase de détermination de la distance. Donc ce sera la partie bas niveau où on va essayer de voir comment combiner les interactions des nœuds pour estimer une distance, soit avec le temps de vol, soit avec la puissance du signal. Ces informations vont alimenter des algorithmes de localisation qui vont donc nous donner une position. Et finalement, à partir de là, on pourra construire des services. Donc, pour étudier ce genre de problème, il y a plusieurs façons de faire. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais 3 tables. Sur mes 3 tables, j'avais scotché 4 cartes électroniques, parce que si je ne les scotchais pas, on me les déplaçait. Et le lendemain, quand je faisais mon expérience, c'était vraiment le garbage in, garbage out. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut aller vers les testbeds. Sauf que quand j'ai fait mon petit état de l'art, alors je n'ai pas tout mis pour que ma slide reste digeste, j'ai réalisé qu'on avait quand même beaucoup de testbeds. Ces testbeds, ils avaient différentes tailles. Donc, au-delà de la problématique de la performance de l'algorithme, on peut aussi étudier la scalabilité. Sauf que quand vous regardez l'axe des X, on ne trouve pas de technologie qui soit vraiment adaptée pour de la localisation d'intérieur précise. En fait, ces différents testbeds sont très bien pour étudier des problématiques réseau. Et à un certain moment, je les ai aussi, j'en ai utilisé un. On devine que j'ai travaillé un peu sur Fit IoT Lab. Mais quand il s'agit de faire de la localisation précise d'intérieur, il faut encore chercher. En fait, à la base, il faudrait passer sur une autre technologie. Et c'est dans ce contexte que nous avons créé le testbed Locura for IoT. Donc aujourd'hui, dans ma présentation, je vais parler un petit peu de l'historique, mais très peu de Locura for IoT. Je vais vous présenter l'architecture qui sera proche de ce qui est traditionnel. Ensuite, je vais vous présenter un dataset et comment contribuer à ce projet. Ensuite, je terminerai ma présentation. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc, Locura for IoT signifie Localization and UWB-Based Ranging Testbed for the Internet of Things. Il s'agit d'un testbed qui est unique en France du fait de sa composition. En fait, les autres testbeds s'intéressent à des technologies plus traditionnelles et plus souvent rencontrées, alors que nous allons partir sur de l'UWB. Le testbed a commencé de manière assez humble en 2016. Il a continué à grandir avec l'investissement des chercheurs. Et en 2020, nous avons eu une prise de contact avec l'INRIA qui nous a proposé de rejoindre la fédération FIT. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, peut-être que ce sera moi qui présenterai, peut-être que ce sera quelqu'un de l'INRIA qui présentera les travaux qui ont été faits sur le NEFIT toulousain. En ce sens, nous avons aussi continué des démarches pour augmenter la visibilité de la plateforme qui sont listées ici, donc vous pourrez les lire ou aller consulter le papier. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la structure de Locura for IoT. Donc ce testbed il compte 3 plateaux. Donc le plateau P1 correspond à des open space et des bureaux qui se trouvent à Blagnac. Donc sur la figure, est-ce que vous voyez ma souris?
OK. Donc, sur la figure, vous avez l'open space. Vous avez ici, je ne vais pas tout ça le montrer, les nœuds du testbed. Et pour supporter la mobilité, nous avons plusieurs rails. Donc, sur la figure, vous avez un rail ici qui fait 7 mètres et qui permet, dans le scénario, de déplacer le nœud pour changer sa position et voir l'influence des conditions de propagation sur les résultats. L'ensemble du plateau est déployé sur une zone de 300 mètres carrés. Donc vous avez les petits points qui représentent les nœuds qui ont été installés et nous avons différents types d'obstacles, donc des murs en briques, des murs en placo, des murs en bois, etc. Donc qui permettent d'étudier différentes conditions de propagation et donc la performance pouvant être obtenue par les solutions dans un environnement réel. Le second plateau correspond à la maison intelligente de Blagnac. Donc il s'agit d'un environnement de test qui émule un environnement de vie. Donc là, vous avez reconnu un salon, un petit peu derrière une cuisine. Et dans cet environnement, des équipements du quotidien sont équipés de capteurs. Par exemple, le frigo, l'évier, la cafetière, etc. Donc c'est un environnement dans lequel on va tester des solutions qui sont plus orientées usage. Donc comment est-ce que les gens interagissent avec des systèmes qui font de la localisation. Et le troisième plateau est une chambre anéchoïque. Vous avez deviné qu'elle se trouve à Blagnac. Et dans cette chambre anéchoïque, nous avons déployé des nœuds qui vont nous servir à étudier l'impact de différents types d'obstructions sur la propagation. Donc nous installons au besoin un obstacle d'une certaine nature, nous faisons une campagne de test, on change l'obstacle, on refait la campagne de test pour voir comment se comporte le système, comment sont les résultats. En termes d'architecture, l'Occura for IoT reprend une architecture assez classique avec une couche nœud, une couche contrôleur, une couche application, mais la particularité, c'est que nous avons centré notre solution sur un broker MQTT. Vous allez comprendre ce que ça nous apporte un petit peu plus loin. Dans la couche nœud, on va retrouver de manière très traditionnelle des microcontrôleurs qui sont full reprogrammables avec une radio qui est sur un bus SPI. Sauf que dans notre cas, donc pour la mobilité et aussi pour les nœuds fixes, nous sommes assurés d'avoir une précision du positionnement à 2 cm ou moins. Donc pour avoir une vérité terrain dans laquelle on peut avoir confiance. Et sur chaque microcontrôleur, on arrive à avoir un contrôle très fin de l'exécution par la présence d'un débugger individuel. Alors au début, je vous ai dit, l'Occura, le U signifiait UWB, mais ce n'est pas la seule technologie qui est présente sur nos cartes. Nous avons de l'UWB pour la localisation précise, mais nous avons aussi du BLE, du LoRa/LoRaWAN et du NFC. Et l'idée d'avoir ces différentes couches physiques, c'est de nous permettre de faire de la localisation opportuniste. Parce que quand je rentre dans un bâtiment, il n'y a pas forcément de l'UWB. Mais il y aura du Wi-Fi, il y aura du BLE, etc. Donc comment est-ce que je peux, en jouant sur ces différentes technologies, arriver quand même à fournir une localisation qui ne sera peut-être pas toujours aussi précise qu'on voudrait dans l'absolu, mais qui peut correspondre aux besoins. Donc différentes échelles de localisation. Pour vous donner une idée de ce qu'on aurait vu si on avait pu zoomer sur la figure et voir les petits points noirs que j'ai indiqués avec la souris, vous avez différentes générations de cartes qui ont été développées dans le cadre de cette étude. Donc, de ce côté, vous avez le Decawino. Donc, le Decawino, c'est vraiment la version prototypage rapide. La deuxième version, c'est le Yahoo, donc c'est Yet Another Hardware UWB. Et la troisième version, c'est ce qui est déployé majoritairement aujourd'hui. Il s'agit de nœuds industriels qui sont fournis par Qorvo, ex-Decawave. Dans notre couche contrôleur, c'est un réseau de supervision qui communique dans une bande qui est différente de la bande observée pour pouvoir éviter d'affecter les résultats de l'expérimentation. Et principalement, on va retrouver le serveur de supervision qui va être en charge de lancer les expériences et des contrôleurs qui vont permettre d'avoir accès aux consoles des nœuds qui participent à l'expérience. Si je parle d'expérience, il y a des outils qui sont nécessaires. Donc il y a un outil et il y a deux briques essentielles. Donc l'outil, c'est l'IDE en ligne, parce que j'ai eu à accueillir des stagiaires il y a 2 ans, et j'ai passé une semaine à m'arracher les cheveux pour pouvoir leur installer la toolchain, parce que évidemment, entre le moment où je l'avais installée sur ma machine et le moment où elles sont arrivées, la toolchain avait changé, mais pas la documentation.
Donc maintenant, je n'ai plus à faire ça puisque l'IDE est en ligne. À partir du moment où le contributeur a un compte, il a tous les outils qui sont installés, qui sont maintenus. Donc lui, il n'a qu'à développer et compiler directement à travers une interface web. Donc il va avoir utilisé à la fois du code qui représente le comportement que l'on veut tester, donc soit un algorithme, soit un protocole. Donc là, on a le choix entre une approche bare metal où on va utiliser une librairie, par exemple, que nous avons développée dans le laboratoire, des Arduino, ou alors, si la personne préfère se rapprocher d'un environnement qu'on va trouver dans l'industrie, c'est possible de développer dans un environnement de type FreeRTOS ou Minute. Le deuxième aspect de l'expérience, c'est le script Python. Donc le script Python, il représente le scénario qui va être exécuté. Donc dans ce script, on va pouvoir sélectionner les nœuds qui sont concernés par l'expérience, les rails si on en a besoin, et on va pouvoir interagir avec les nœuds grâce à MQTT. Donc non seulement récupérer les traces d'exécution, mais aussi envoyer des commandes pendant l'expérience. En termes d'infrastructure, l'ensemble est synchronisé par PTP. Comme je l'ai dit précédemment, l'architecture est basée sur MQTT et nous avons normalisé nos messages au format JSON pour que ce soit assez facile à prendre en main pour les utilisateurs. Sur la couche application, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on sait écrire des lignes de code pour se connecter à MQTT et on sait écrire des lignes de code pour traiter du JSON, on peut déployer très facilement un agent de traitement de données. Donc là, je vous ai mis un exemple de traitement de données. Alors, pour le moment, il y a deux grandes approches. La première approche, c'est l'approche basée sur Node-RED. Alors, je n'en parlerai pas plus que ça parce que je ne fais pas de Node-RED. Par contre, il y a aussi l'approche Python. Et moi, je représente plutôt l'approche Python. Donc, pour vous expliquer sur cette visualisation ce que vous avez donc reconnu le plan du plateau P1. Vous avez différents nœuds avec leurs numéros, leurs identifiants. Et dans cette expérience, l'ensemble des nœuds fonctionnels à ce moment-là a réalisé des mesures de distance en paire à paire. Et sur ces mesures de distance, nous avons représenté l'erreur d'estimation de la distance, donc l'erreur de ranging, en rouge quand il s'agit de surestimation et en bleu quand il s'agit de sous-estimation, parce que oui, on peut avoir des sous-estimations de distance. Puisqu'on sait faire tout ça, et que je passe après mon collègue de l'INRIA, alors je vais vous parler de dataset. Donc le dataset a été généré sur le testbed, sur le plateau P1, dans cette zone. Donc on reconnaît le rail dont j'ai parlé précédemment. Pendant l'expérience, le nœud mobile qui est représenté par la croix verte que vous ne voyez absolument pas se déplace le long de l'axe en faisant du ranging, donc des échanges pour estimer la distance avec les nœuds qui se trouvent autour de lui. La structure de ce dataset est la suivante. Donc tout d'abord, on précise qui sont les nœuds impliqués dans l'expérience, donc l'initiateur et la cible. On précise quel est le protocole qui est utilisé pour faire la mesure. Donc dans ce cas, c'est le protocole Two-Way Ranging qui va demander un échange request-acquittement. Sur cet échange request-acquittement, on va mesurer des estampilles temporelles qui seront ramenées au niveau de l'initiateur grâce à une dernière trame data reply dont le nom ne veut pas non plus s'afficher. Donc on retrouve les différents éléments de cet échange dans le dataset, mais pas que. On va aussi retrouver des éléments qui sont obtenus des registres du transceiver comme le skew, donc la différence de fréquence entre l'émetteur et le récepteur. Pour pouvoir décoder correctement un message, le récepteur est obligé d'adapter sa fréquence d'échantillonnage à la fréquence d'échantillonnage de son partenaire et cette valeur d'ajustement peut être récupérée pour corriger les valeurs de ranging. Donc, parlant des valeurs de ranging, nous avons donc l'estimation du temps de vol et l'estimation de distance associée. Donc à chaque fois, on retrouve l'estimation brute et l'estimation avec différents niveaux de correction. D'autres informations sont aussi proposées comme la température, puisque nous corrigeons en fréquence et qu'on sait que la température a une influence sur la dérive. Ça peut être intéressant pour une personne qui utilise le dataset d'utiliser cette information pour corriger l'erreur de ranging. Pour évaluer la performance des algorithmes qui seront proposés par les utilisateurs, nous avons aussi inclus une information de la vérité terrain.
sous la forme de la position réelle de l'initiateur et de la target pendant l'expérience. Nous avons aussi calculé, pour plus de commodité, parce que c'était facile de faire l'argent aussi, la distance réelle au moment de l'expérimentation. Et bon, vous allez dire, bon, elle triche un peu parce qu'elle a choisi l'exemple où la ranging error était nulle. Mais bon, je vous rassure, pour tous ceux qui voudraient utiliser le dataset, généralement, elle n'est pas nulle, donc il y a de quoi faire. Et si je dis il y a de quoi faire, ça veut dire qu'il y a des points d'entrée pour pouvoir contribuer. Donc, je vais vous en proposer deux. Le premier point d'entrée, c'est évidemment d'utiliser le dataset actuel qui est disponible en ligne, ou alors les datasets futurs, parce que nous sommes en train d'en publier d'autres. Donc, des travaux qui peuvent être envisagés concerneront, comme je l'ai présenté précédemment, la réduction de l'erreur de ranging en utilisant les facteurs qui sont proposés, l'évaluation de performance d'algorithmes de localisation ou de détection de non-lignes de vue. Puisque, comme vous l'avez vu, le plan des différents plateaux, enfin le plan de P1, puisque c'est le seul que je vous ai montré, implique la présence d'obstacles sur certains liens. Donc, certaines personnes travaillent à détecter la présence de ces obstacles et à réduire l'impact des obstacles sur la mesure de distance. Donc, un dataset de ce type peut leur être utile. Alors, il est aussi possible que pendant l'exploitation du dataset, vous vous rendiez compte que certaines informations supplémentaires pourraient être nécessaires ou pourraient être intéressantes. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'adresse locura4iot@tirit.fr. Comme ça, nous pourrons vous publier un nouveau dataset. Et la deuxième approche pour contribuer, c'est de plonger les mains dans le cambouis. Donc, soit proposer des implémentations de protocoles de ranging, parce que bon, nous en avons implémenté quelques-uns, mais j'avais fait un état de l'art pendant ma thèse, il y en a plein. Ou alors proposer des implémentations de protocoles de communication au-dessus des couches que nous proposons. Donc, dans ce cas, vous pouvez commencer par regarder ce qui a été fait comme librairie, qui est disponible au lien suivant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté Locura4iot. C'est un testbed qui, à l'origine, est dédié à la localisation. Avec sa grosse soixantaine de nœuds et ses différentes technologies, il peut aller au-delà de la localisation puisqu'il peut permettre... Ah mince, bon, je ne voulais pas le dire maintenant parce que ça ne correspondra pas au slide, mais tant pis, c'est pas grave. Parce qu'il peut permettre d'étudier des problématiques... Oui, mais voilà. Bon, alors, ce que je fais mes mains, ce que dit ma bouche ne vont pas ensemble, donc je suis obligée de m'arrêter. Donc, peut permettre d'étudier des problématiques comme la localisation opportuniste. Aujourd'hui, nous travaillons sur la publication, comme je l'ai dit, de datasets pour la détection de N-loss. Et nous travaillons aussi sur le raccordement à FIT. Donc, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions spécifiques? Oui. Merci pour cette présentation qui était très claire, très intéressante. Voilà, je peux arriver demain pour tester des algos de localisation. D'accord. Est-ce qu'on peut faire... de la localisation multi-technologie, ou alors on est obligé de se servir que d'une seule technologie, enfin je sais pas. Alors en ce moment, sur les travaux que nous faisons, nous utilisons principalement une technologie. Mais le testbed est étudié, c'est-à-dire le déploiement de cartes électroniques, est étudié pour que nous puissions faire cette étude multi-technologie. Parce qu'en fait, je vais donner un exemple tout bête. Il y a quelques années, j'ai perdu mon chat. Et en fait, oui, mais c'était pas très rigolo à l'époque. Donc j'ai perdu mon chat. Et en fait, certaines personnes me disaient, on a vu un chat qui ressemble à votre chat sur un parking à un certain endroit à Toulouse. Bon, sur le parking, il n'y a pas du WB. À l'époque, il n'y avait pas tellement de Wi-Fi. Et le Bluetooth ne va pas très très loin. Donc, si mon chat avait eu un collier qui va bien, avec les technologies qui va bien, déjà, j'aurais pu procéder par élimination en disant, est-ce que j'entends le signal qui correspond à mon chat dans cette grande surface? Parce que je l'ai beaucoup cherché, le chat.
S'il n'est pas dans cette grande surface, c'est même pas la peine que j'y aille, enfin, à moins qu'il se soit passé autre chose, je peux aller cibler une autre zone. Et une fois que j'ai ciblé une zone relativement grande, à ce moment-là, je peux venir moi-même avec du matériel, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'UWB, faire un déploiement un petit peu plus concentré, et là, faire la localisation. Donc, c'est un peu vers ça qu'on va, quoi. Ouais, c'est pas très mûr comme question. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Si je peux me permettre. En fait, est-ce que ça peut servir pour détecter, pour vérifier des algorithmes de détection d'obstacles, justement? Parce que je pensais à un scénario de pompiers qui rentrent dans un bâtiment plein de fumée. Ils ne savent pas où sont les murs, les couloirs, les escaliers. Alors, c'est très intéressant que vous en parliez parce que nous avons fait un projet justement pour la DGA où l'idée était d'arriver à se localiser dans un environnement qu'on ne connaît pas forcément, donc en arrivant et en jetant des nœuds par-ci par-là. Donc, effectivement, le fait d'avoir ce genre de testbed peut permettre d'étudier la question de la détection d'obstacles parce que, alors, je peux revenir... Bon, non, ça va prendre trop de temps. Parce qu'en fait, nous allons avoir des nœuds dont nous savons où ils sont, des obstacles dont nous connaissons la nature et dont nous connaissons la position. Et donc, nous pouvons faire des campagnes de mesure, recueillir un grand nombre de données, enfin avoir un dataset très détaillé, et sur ce dataset, faire tourner des algorithmes qui vont pouvoir dire, eh bien, sur cet échantillon, je pense qu'il y a un obstacle. Sur cet échantillon, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle et comparer ce résultat avec la réalité puisqu'on la connaît. Donc oui, le testbed peut servir à ce genre d'études. D'ailleurs, nous avons une thèse qui a commencé depuis 1 ou 2 mois. Adrien me corrigera si je me trompe, justement sur la thématique de la détection d'obstacles pour la localisation. Avec plaisir. Alors, c'est pas une question personnelle, c'est une question qui a été posée dans le chat par Jérôme Henry qui demandait est-ce que vous avez expérimenté avec des obstacles mobiles, c'est-à-dire avec des gens qui marchent, des chaises qui sont bougées, etc. dans le... Je n'ai pas entendu. Ah, pardon. Du coup, c'est une question qui est posée dans le chat. Oui. Où en gros, c'était la question est-ce que vous avez expérimenté avec des obstacles mobiles, c'est-à-dire des gens qui bougent, des chaises qui sont déplacées Alors, il veut savoir si on a expérimenté quel type d'algorithme ou est-ce que c'est en général? Bon, alors je vais répondre pour le en général. Ouais. Alors pour le en général, nous avons fait des tests où j'étais porteur de la technologie dans un environnement où il y avait 2-3 personnes. Et en fait, alors non, pourquoi je le dis? J'ai 2 expériences de ce genre. Donc une fois à la maison intelligente et une fois à la conférence IPIN. Donc alors à IPIN ça a marché, mais ce n'était pas exactement la même technologie. Après des tests spécifiques en ce moment avec des gens qui bougent et l'environnement qui bouge, tout de suite, moi non. Mais ça reste possible. L'ennui, s'il faut le faire, c'est qu'il faut... c'est que ça va un peu à l'encontre des avantages qui sont proposés par le testbed. Parce qu'en fait, tout ce que je dis là, ça signifie que je peux faire le test sans être sur place. Je peux le faire de nuit aussi. Alors que si je veux avoir une personne qui se balade dans le laboratoire, il faut que je le fasse dans les heures d'ouverture. Donc, on peut le faire, mais pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, pour rebondir, parce qu'il a répondu dans le chat, c'était du coup, est-ce qu'il, par exemple, il pourrait y avoir un robot aussi qui pourrait être contrôlé dans la salle et qui... Alors, le robot, on y a pensé. Maintenant, ce n'est pas forcément aussi simple qu'il y paraît. Pour le moment, on a de la mobilité, mais avec les rails. Par contre, le robot, il serait au sol. Il faudrait faire attention aux gens qui posent des choses, qui reviennent récupérer des objets dans la salle, parce que ça lui fait quand même un environnement assez dynamique. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le déploiement que nous avons, j'ai pointé les nœuds qui étaient à 2,65 m du sol, mais certains sont au sol et d'autres sont à mi-chemin. Donc, on pourrait aussi suivre le robot dans le testbed, puisque pour le moment, ça n'a pas été fait. Ok, merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Non. Bon, Maxi, encore une fois, la oratrice. On va passer à la dernière session.